À la une de l'actualité ce soir, Ouagadougou, capitale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, à l'occasion de la 3e édition de la CERA, une édition qui se positionne comme une véritable plateforme des initiatives en matière de transition énergétique. De bonnes affaires, il y en a eu, de belles perspectives également, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, un nouveau réseau pour jeunes femmes leaders. Il vient d'être porté sur les fonds baptismaux dans la capitale burkinabé. Pour ces initiatrices, il est temps que les jeunes et les femmes s'assument en politique, seul gage pour relever les défis d'un Burkina meilleur. Mais des interrogations se posent, n'est-ce pas un réseau de plus? Que compte-t-il faire concrètement sur le terrain pour faire la différence? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, 25 ans après le génocide rwandais, le pays s'en souvient. Un quart de siècle après donc, le génocide qui a coûté au moins la vie à 800 000 personnes, le Rwanda a retrouvé une certaine cohésion sociale, faisant cohabiter pacifiquement bourreaux et victimes et connu un développement économique remarquable. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, nos excuses pour ce faux départ dû à des problèmes techniques. C'est fini pour la semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique, édition 2019. Une rencontre qui a permis d'exposer sur les technologies en matière de transition énergétique, mais pas seulement. La rencontre a servi aussi de cadre, de réflexion, mais aussi de concours d'innovation énergie. Tanga Robert Kafando. C'est l'heure du bilan à la semaine des énergies et des énergies renouvelables, CERA. Un bilan dressé à cette cérémonie de clôture qui marque la fin de 3 jours de travaux autour de la thématique politique et innovation pour une transition énergétique. La CERA a pris vraiment une envergure internationale, mais ce qui est encore plus important, c'est la participation vraiment des acteurs donc, du secteur, à savoir donc, les entrepreneurs qui ont eu une participation record. Deuxièmement, pour le monde scientifique, nous avons vu la participation des grandes universités. Et la série sur le gâteau, c'est la signature hier de 155 MW en solaire avec les IPP, avec 5 développeurs qui vont démarrer les travaux, en tout cas cette année, pour permettre au Burkina Faso, d'ici 2020, de bénéficier donc de 155 MW en solaire. C'est un record dans la sous-région, mais aussi sur le plan des coûts, parce que nous avons pu avoir donc des coûts qui sont inférieurs à 50 francs le kilowattheure. À cette soirée, c'est également l'occasion de récompenser le mérite des acteurs, des partenaires, des exposants et des meilleurs projets innovants des jeunes en matière d'énergie renouvelable. Et c'est Dieudonné Ouedraogo qui repart avec le premier prix de la catégorie. Le projet concernait la valorisation énergétique des déchets de mangue pour la production de biogaz au niveau des unités de séchage de mangue, parce que ces unités-là, ils produisent beaucoup de déchets. Voilà. Donc moi j'ai trouvé que c'est bien qu'ils reprennent ces déchets-là au lieu de payer le gaz butane. C'est bien qu'ils utilisent ces déchets pour reproduire du biogaz et puis pouvoir sécher leur mangue. La 3e édition de la semaine des énergies et des énergies renouvelables a eu le Maroc comme pays invité d'honneur et s'est tenue sous le haut patronage du chef du gouvernement et le parrainage du docteur Lassina Zerbo. Les regards sont désormais tournés vers la 4e édition avec des recommandations tournées vers la périodicité de l'événement, la participation internationale et l'institutionnalisation du concours Projet Jeunes Innovants. Le programme alimentaire mondial PAM soutient la résilience des populations en nouant des partenariats avec des universités et centres de formation spécialisés pour des études en milieu rural. L'institution onusienne vient de soutenir 7 étudiants de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso pour des travaux de recherche en milieu rural. Explication avec Mireille Tougouma sur place à Bobo. Une technique d'irrigation goutte à goutte avec engrais incorporé, un fourneau fonctionnant avec des rafles de maïs. Voici entre autres les trouvailles des étudiants de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Certains d'entre eux ont bénéficié de l'appui du programme alimentaire mondial PAM dans le cadre d'un partenariat avec leur université. Il faut savoir que dans le cadre donc, de ce partenariat avec le PAM, nous envoyons des étudiants sur les terrains où intervient le PAM pour travailler en tandem avec l'équipe du PAM sur les questions donc, de résilience donc, des populations. Donc cette année, au niveau de l'université Nazi Boni,
nous avons eu 7 étudiants qui ont été, bien sûr, sur les sites du PAM, travailler avec ces populations. Nous avons au niveau du PAM un certain nombre de sites sur lesquels nous avons besoin de ressources humaines, n'est-ce pas, pour travailler. Et de l'autre côté, nous avons des étudiants qui, pour nous, peuvent quand même être très utiles dans ce cadre-là, dans le cadre de leur formation classique qu'on connaît. Sadat Zouri est l'un des bénéficiaires de ce partenariat qui lui a permis d'effectuer des travaux de recherche. Le projet est à saluer, cette collaboration entre l'université et le PAM est à saluer parce que ça permet aux étudiants d'avoir les moyens financiers et même matériels nécessaires pour effectuer les travaux de recherche sur le terrain. Ça met l'étudiant dans le cœur du développement rural, ce qui est très important. Un ensemble d'universités du G5 Sahel plus le Sénégal sont bénéficiaires de ce programme qui devrait permettre au PAM de mieux s'investir dans l'amélioration de la résilience des populations les plus vulnérables. C'est également fini pour le Forum international de l'élevage sous le thème modernisation de l'élevage, facteur de cohésion sociale et de création d'emplois. La rencontre de Ouagadougou s'est achevée donc avec la conviction qu'il faut former les éleveurs à un élevage moderne, mais aussi il faut être regardant à l'égard de l'application des textes sur le pastoralisme. Tangaro Berkafando pour les détails. Après 5 jours de réflexion et d'échange à travers des panels, des ateliers et des conférences, les participants à la 2e édition du Forum international de l'élevage sont parvenus à plusieurs recommandations pour assurer la modernisation de l'élevage et la prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Organiser les états généraux du foncier rural. 4e recommandation, libérer, sécuriser et viabiliser les espaces pastoraux et zones de pâture déjà existantes. 5e recommandation, rendre fonctionnelles les structures de gestion foncière et l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires et ses démembrements. Désormais, nous avons vraiment des propositions à proposer à nos autorités. En ce qui concerne la question de prévention et gestion de conflits et en ce qui concerne en tout cas la question du développement local, c'est-à-dire la modernisation du secteur de l'élevage. Nous savons qu'en tout cas, c'est ce que nous disons toujours, l'État, c'est l'administration, ne peut rien faire. Naturellement, il faut que les gens se complètent. Autre recommandation, et non la moindre, adressée à l'hémicycle, dont le président est le haut patron du forum, l'augmentation du budget alloué au secteur de l'élevage et de l'agriculture. Le Burkina aujourd'hui est dans une situation où la cohésion sociale pose réellement problème. À ce niveau, les réflexions ont été fortes à travers une grande sensibilisation et de formation pour amener les éleveurs à évoluer aussi dans la pratique de l'élevage. La cérémonie de clôture a été l'occasion pour les organisateurs du forum de décerner des attestations de participation et de reconnaissance à des participants et à des partenaires, les premiers pour leur brillante participation et les autres pour leur contribution à la tenue du forum. De l'élevage à l'alimentation, il n'y a qu'un pas à faire. La nutrition, un restaurant typiquement du Yatenga en plein cœur de New York aux États-Unis. Le Yatenga French Bistro propose des spécialités burkinabè en matière d'art culinaire et pas seulement. Dans le resto, le décor présente des objets d'art du Burkina Faso. Du passage à New York, Draman Guéné y a fait un tour. Reportage. Au cœur de Harlem à Manhattan, nous sommes à New York aux États-Unis. Bienvenue au Yatenga French Bistro. Ici, c'est le Burkina en miniature détenu par les frères Ouedraogo. Tout Burkinabé qui est de passage à New York, qui veut se sentir chez lui, parler moré ou français, ça c'est le carré du Burkina, on peut dire. Vous allez vous croire même au Burkina, donc on est fiers. Ce qui frappe dans ce restaurant, c'est beaucoup plus le décor que les spécialités culinaires qui sont occidentales. Un espace récréatif au goût muséal, des instruments de musique, des sculptures et bien d'autres objets culturels se réclamant de l'identité burkinabè, comme ce berger suffisamment représenté par les sculpteurs locaux. C'est ça qui fait la touche africaine. On essaie de promouvoir la culture burkinabè. Il y a la culture africaine incorporée, mais aussi il y a un mélange européen qui existe. Donc si vous regardez autour de vous, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des latinos, il y a presque tout le monde ici. Yatenga French Bistro ne désemplit presque jamais. C'est un service continu.
Les clients viennent de tous les horizons, certains attirés par l'originalité du décor et d'autres par la qualité des plats et du son. J'apprécie ce business parce que c'est pas chaque noir qui a l'opportunité de créer un business dans ce pays. Et le fait que si vous regardez autour de vous, il y a du monde, il y a de l'ambiance, c'est vibrant, c'est parce qu'il y a du potentiel, c'est parce qu'il y a de l'amour. Je viens ici toujours parce que j'aime ces locales. Tous les gens d'ici sont très sympathiques. Et on mange très bien. La musique, c'est très bon. L'Empire des frères Ouédraogo à New York, c'est le restaurant et aussi et surtout cette boîte de nuit 100% live. Yatenga French Bistro emploie 32 travailleurs permanents de diverses nationalités. La boîte de nuit enregistre des centaines de visiteurs en moyenne par jour. De quoi rendre jaloux les Goulmatiers. Le groupe parlementaire Renouveau démocratique a tenu sa première journée parlementaire de l'année 2019 ce 6 avril dans la commune rurale de Bondokui dans le Mouhoun. À l'occasion, les députés du groupe se sont penchés sur le développement du secteur agro-silvo-pastoral face au changement climatique dans le Mouhoun. Des détails avec Christophe Traoré. Ils sont présents ici à Bondokui, dans le Mouhoun, ces députés du groupe parlementaire du Renouveau démocratique pour leur première journée parlementaire de l'année 2019. Le thème de la journée est « Développement du secteur agro-silvo-pastoral face au changement climatique dans la région de la boucle du Mouhoun ». Il s'agira pour nous d'interroger les politiques et les actions de l'État, des collectivités, pour voir comment est-ce que ces politiques-là contribuent à organiser le secteur pour une production plus durable, pour une consommation plus durable, pour une émission de déchets le moindre possible. Pour le Renouveau démocratique, le choix de la commune de Bondokui pour abriter cette journée n'est pas fortuit. La région de la boucle Mouhoun est véritablement le lieu où véritablement il y a suffisamment de potentialité, où les productions dans ces secteurs-là sont importantes. Donc nous trouvons que c'est un contexte favorable pour que nous échangions directement avec les acteurs qui sont donc dans ce secteur-là, pour qu'ils prennent conscience des changements climatiques et qu'ils aient des comportements et des pratiques durables. En marge de cette journée, la députée Kadi Zongo a financé l'établissement de cartes nationales d'identité pour 400 femmes de la commune. Elle a aussi fait un don de 100 chaises et 2 marmites à l'église des Assemblées de Dieu de la même commune. Des députés issus d'autres partis politiques sont venus apporter leur soutien au Renouveau démocratique dans leur démarche. Dans l'actualité ce soir, un nouveau réseau pour jeunes femmes leaders. Il vient d'être porté sur les fonds baptismaux ce dimanche à travers une journée consacrée à l'engagement de la femme en politique. Les enjeux et les défis pour un Burkina meilleur. Les femmes qui le composent sont venues de Ouagadougou mais aussi de l'intérieur du pays. Elles disent se mettre ensemble pour participer au développement du pays mais aussi promouvoir le leadership féminin. Maïmouna Traoré. Jeunes et désireuses de se lancer en politique, elles se sont organisées en réseau pour mieux défendre leur cause. À travers cette conférence, le réseau des jeunes femmes leaders lance la réflexion sur les enjeux et défis de l'engagement politique de la jeune femme. Une tribune pour faire l'état des lieux et proposer des solutions pour faciliter l'intégration de la femme sur la scène politique. Généralement, c'est les dames qui sortent plus pour voter, c'est les dames qui apportent plus au niveau des politiques, même dans les foyers, partout c'est la femme. Mais au finish, au niveau des responsabilisations, on voit que les femmes ne sont pas tellement représentées. C'est dans cette optique que nous avons créé le réseau pour essayer aussi, à travers ce réseau, de porter nos voix pour nos jeunes sœurs, nos jeunes mamans qui sont de partout et qui luttent aussi. C'est le lieu aussi pour moi de profiter, remercier nos mamans qui, effectivement, nos dévancières, qui sont là depuis et qui se battent. Et certaines dévancières et même des dévanciers sont là
pour conseiller et guider les pas de ces jeunes femmes. Les gens ont dit que la politique c'est un sac à crabe, mais on s'en sort, puisqu'il y a les hommes dedans. Si les hommes s'en sortent, les femmes aussi peuvent s'en sortir. Il suffit seulement d'un coup de pouce, il suffit seulement d'un petit chemin qu'on les ferait, et il suffit seulement d'un encouragement, il suffit seulement de les amener à prendre conscience, il suffit seulement de les amener à accepter et de savoir qu'elles sont leaders, qu'elles sont capables du tout. Il faut accepter de tomber et se relever. Rien n'est facile dans la vie. Toutes les bonnes choses sont difficiles. Et donc, c'est une invite à ce qu'elle puisse vraiment s'impliquer dans la chose politique, qu'elle puisse nous accompagner et que aussi elle se batte. Après cette rencontre, le réseau entend mener d'autres activités de formation et de sensibilisation afin de renforcer l'engagement des femmes, surtout des jeunes, en politique. Les Fassoïstes, une association pour promouvoir l'esprit de leadership, mais aussi d'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes au Burkina Faso. C'est un regroupement créé en fin janvier dernier et vient de lancer officiellement ses activités ce week-end en présence de Aimé Solange Guigma. Transcender tous les clivages sociopolitiques afin de fédérer toutes les énergies de la jeunesse pour un développement actif, participatif et inclusif, c'est ce à quoi aspirent les Fassoïstes, une nouvelle association mise en place par un groupe de jeunes. Objectif poursuivi, développer et promouvoir l'esprit de leadership et d'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes. Retenons que le fassoïsme est un concept basé sur le triptyque intégrité, don de soi et patriotisme qui caractérise l'État-nation de Burkina Faso. Et on est engagé ensemble pour 3 ans. C'est un modèle, c'est un symbole aujourd'hui de patriotisme et d'engagement pour la paix et la citoyenneté, et je me dois de donner le meilleur de moi-même pour les assister. C'est donc une jeunesse qui se dit engagée à participer au développement socio-économique du pays avec une vision sous une couleur qui renvoie à la nature. Cette couleur traduit le développement durable. Notre pays essentiellement agricole fonde son espoir de développement à travers les secteurs que sont l'agriculture, l'élevage et les activités de promotion au niveau de la jeunesse. Pour ce faire, il compte promouvoir l'auto-emploi des jeunes, la démocratie, la bonne gouvernance, la sécurité routière et mener des actions pour l'autonomisation des femmes. La communauté Jamaat islamique al-Islamiyya s'est réunie du 29 au 31 mars dernier à Ouagadougou pour leur 28e conférence annuelle. À l'occasion, la communauté a partagé avec tous les participants les valeurs de son mouvement fondé sur l'amour pour tous, la haine pour personne. Zalissa Sanfo. C'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs peuvent trouver la tranquillité. Un thème développé et partagé ici entre la communauté Ahmadiyya du Burkina Faso et ses sympathisants venus de la sous-région, de la Belgique et du Pakistan. La communauté Ahmadiyya invite tous les fidèles musulmans à ne jamais s'éloigner des faits et gestes du prophète Mohammed. Pour elle, il faudra épuiser tous les enseignements pour construire une société de tolérance, de paix et de cohésion sociale. C'est un peu un thème qui vient d'être développé, qui un peu fait la synthèse de tous les problèmes que nous avons. Et face à tous ces problèmes, les politiques et tous les chercheurs de stratégie pensent que dans la résolution des problèmes matériels, on peut justement aboutir à la cohésion sociale. Ce sont des éléments que j'ai beaucoup appréciés. Donc je suis venu donc les supporter et leur dire l'engagement que nous avons en tant que gouvernement de les appuyer et de transmettre donc les salutations du président du Faso et du Premier ministre. Nous avons trouvé que le tome est suffisamment enrichissant dans un contexte de sécurité pour qu'il n'y ait pas d'amalgame possible entre une religion et le terrorisme. Ce n'est pas la même chose. L'islam, comme je l'ai toujours dit, est une religion de paix, donc qui partage l'amour entre les hommes. Louanges, bénédictions et prières pour la paix et la sécurité au Burkina Faso ont été les temps forts de cette 28e édition de la communauté Ahmadiyya.
Les participants à ce forum ont également visité des stands d'exposition des œuvres de l'institution Jamaat Islamia. L'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou met la 10e promotion de son institut en gestion de matériel et approvisionnement opérationnel sur le marché. Environ une vingtaine de sous-officiers de 15 pays viennent d'achever leur formation pour une certification. Vincent Tiendrebego. Durant 9 semaines, des stagiaires au nombre de 20 venus de 15 pays d'Afrique ont bénéficié d'une formation dans la gestion des matériels et des approvisionnements. Cette formation est sanctionnée d'un certificat technique du premier degré. Les bénéficiaires sont outillés dans la logistique pour servir avec loyauté leurs pays respectifs. Cette formation a constitué à donner au personnel non officier des connaissances en vue de réaliser des actes, des opérations simples de gestion du matériel et de diriger par exemple une équipe de magasiniers ou une petite cellule d'approvisionnement. Tout cela aussi va concourir à leur permettre d'assumer les fonctions d'adjoint au comptable des matériels techniques d'une formation. À cette 10e promotion, je leur dis, seul le travail paie. Ils doivent continuer de se former, ils doivent exercer, ils doivent être source de propositions au profit du commandement des forces armées de leurs pays respectifs. Avec une moyenne de 17,26 sur 20, Soussou Kombla Aimé est le major de la promotion. Je me suis mis très tôt au travail, au conseil donné par les instructeurs. Je ne fais que suivre leurs conseils. J'ai reçu assez d'enseignements dans le domaine de la gestion des matériels et approvisionnement. La vingtaine de participants a brillamment réussi la formation des sous-officiers désormais compétents pour répondre aux besoins de leurs armées. L'INAFAC, l'Institut national de formation artistique et culturelle, va renforcer ses infrastructures désormais avec l'érection d'un bâtiment au profit des élèves. La pose de la première pierre est intervenue ce 5 avril en présence de Maxime Zongo. Avec cette pose de première pierre, c'est parti pour la construction d'un bâtiment R+1 au profit de l'Institut national de formation artistique et culturelle INAFAC. Un bloc pédagogique qui sera composé de 8 salles de cours et de 2 magasins. À travers ce projet, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme entend ainsi contribuer au renforcement de la formation à l'INAFAC. Il était important pour nous d'indiquer que le renforcement du capital humain aussi doit se faire dans le secteur de la culture, dans le secteur des arts, qui se caractérise souvent par beaucoup d'informalité. Si la musique burkinabé, les arts de façon générale du Burkina, entendent être compétitifs dans ce monde globalisé, il est important que nous mettions un accent très particulier sur la formation de la jeunesse. Alors la particularité de ce bâtiment, vu que c'est des salles où on aura des séances de formation en musique et autres, des cours de musique et autres, alors les dispositions qui ont été prises, c'est qu'on a du double vitrage au niveau des fenêtres. Également, on a posé de la moquette, on a prévu de poser de la moquette au sol afin de faire un traitement acoustique pour éviter les nuisances sonores, éviter que les bruits internes ne puissent se propager et déranger ceux qui sont à l'extérieur, et de même que les bruits extérieurs ne puissent gêner les occupants de ces bâtiments-là. Toute taxe confondue, le coût de ce bloc pédagogique est estimé à 284 millions de francs CFA. Il sera entièrement réalisé, selon Abdul Karim Sango, sur fonds propres du ministère en charge de la culture. Une vieille tradition de plusieurs siècles dans la société bois de Boni, située à une quinzaine de kilomètres de Houndé dans la province de Tuy. C'est l'initiation des jeunes de la localité qui se tient chaque 8 ou 9 ans. Cette année, ils sont une centaine de jeunes filles et de jeunes garçons à être initiés aux pratiques traditionnelles du village. Rachid Sawadogo nous en dit plus. C'est la levée du camp après 10 jours de siège. Ces jeunes sont au bout du tunnel de leur période d'initiation.
Et ce camp est l'un des 3 sites qui a abrité les candidats depuis leur regroupement ici à Boni, village situé à une quinzaine de kilomètres de Houndé, dans la province de Tuy. C'est comme ça depuis le début, juste de la première génération jusqu'à aujourd'hui. C'est juste former les jeunes à être adultes, comment ils doivent se comporter, respecter les vieux et entre eux-mêmes pour que, bon, ensemble, vous soyez unis. Quand tu es né ici, au fil du temps, quand tu grandis, tu dois faire l'initiation. C'est comme si tu passes à la classe supérieure pour être adulte. Et il y a beaucoup de choses dans l'initiation qu'on trouve et on devient courageux, on devient un vrai homme. Sinon, j'allais dire un vrai boaba. Durant le retrait spirituel, les jeunes prennent connaissance des pratiques traditionnelles de la société bois, comme la danse, la manipulation des instruments musicaux du terroir et la confection des masques, entre autres. Et durant ces 10 jours, ça n'a pas été facile, mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'activités. On ne peut pas les décrire toutes, mais la formation surtout pour le côté culturel. Et nous essayons aussi d'imiter certaines personnes et certaines cultures. À cette promotion, ils sont une centaine de jeunes, filles et garçons, des élèves et étudiants en majorité, originaires de Boni ou ayant un lien familial avec ce village, à prendre part à ce rituel. Je suis de Baron, un village non loin de Boni, et je suis un neveu de Boni, c'est pourquoi je participe à l'initiation. Mes ancêtres ont eu à faire ça, de même que mes pères, mes oncles, mes tantes, eux ils ont fait ça. Vu que ça s'est passé comme cela, nous aussi, on a fait les mêmes choses là. Pas d'âge exact pour être initié. La sélection des candidats se fait en fonction de la corpulence de l'individu et se pratique à chaque 8 ou 9 ans. Bon, il faut avoir la forme, tu dois supporter les corvées qui vont vous donner chaque fois. Voilà, tu dois supporter. Si tu ne peux pas, c'est un peu difficile. C'est une cérémonie très symbolique dans la famille Bois, particulièrement à Boni. Tous les jeunes du village passent par cette formation pour sauvegarder la culture. Nous avons une association qui s'appelle Association Landé-Ave, qui dit la coutume ne doit pas finir. Et comme le nom l'indique, c'est pour sauvegarder ce que nous avons. Bien sûr, une bonne partie n'est plus, mais ce qui est là, nous voulons sauvegarder ça. Une fois outillé aux valeurs Boamou, place aux festivités commémoratives. Une façon de couronner en beauté ce cérémonial ancestral. Rendez-vous dans 8 ou 9 ans avec une nouvelle génération d'initiés. À l'étranger, le Rwanda se souvient 25 ans après du génocide de 1994 au cours duquel 800 000 personnes ont été massacrées en 3 mois. Le président rwandais Paul Kagame a ouvert donc ce dimanche par un discours une semaine d'hommage solennel à la mémoire des victimes de ce génocide et a décrété un deuil national de 100 jours. Chaque jour, Alinou Asturatsinze se souvient du lieu où 60 membres de sa famille ont été enterrés après leur meurtre. La jeune femme est aujourd'hui guide dans le musée du génocide du Rwanda. Un mémorial dédié aux 800 000 victimes Tutsis tuées par les Hutus en 1994. Selon elle, d'une manière ou d'une autre, le Rwanda doit trouver un moyen de se réconcilier. Pas parce que c'est un devoir, mais parce que la paix est une nécessité. Elle affirme que la récitation est nécessaire et qu'il ne s'agit pas de dire que les assassins de sa famille méritent le pardon, mais parce qu'elle estime qu'elle mérite la paix. Le 6 avril 1994, l'avion du président Hutu du Rwanda, Juvenal Habyarimana, est abattu par un missile.
Cet attentat est un élément déclencheur des massacres. En France, Emmanuel Macron a annoncé vouloir faire du 7 avril date de commémoration du génocide, alors que la France est accusée par le pouvoir rwandais d'avoir été complice du régime Hutu pendant les massacres. Au moins 21 personnes ont été tuées et 27 autres blessées depuis le début jeudi de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar contre la capitale libyenne, selon un premier bilan du ministère de la Santé du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. En outre, l'armée du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a affirmé ce dimanche avoir mené un premier raid aérien en banlieue même de Tripoli, ses rivaux du gouvernement d'union, annonçant pour leur part une contre-offensive. Regardez. L'escalade de violence se poursuit dimanche en Libye. L'armée du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, a mené un premier raid aérien en banlieue même de Tripoli dimanche. Riposte immédiate de ses rivaux du gouvernement d'union avec une contre-offensive généralisée dans toutes les villes du pays. De violents combats ont également été rapportés dans la matinée à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale Tripoli, alors que l'ONU lance un appel urgent à une trêve provisoire pour évacuer blessés et civils. Lassina Sawadgo, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kino. Vous êtes là pour Dimanche Sport et ce dimanche, avec vous, deux sujets. D'abord, le premier, la 24e journée du Face-au-Foot avec une balade de santé de l'EFO. L'EFO qui s'offre la GEB. Oui, l'EFO qui s'est offert la GEB hier, mais en attendant Fousseni, la clôture de cette 24e journée a intervenu tout à l'heure même du côté du stade du 4 août. Deux informations majeures, la victoire de l'Asfa Yenega sur l'AS Police sur le score de 2-0 et surtout la victoire de Salitas face au RCK sur le score de 1-0. Salitas donc qui recolle au peloton de tête, surtout avec la défaite de Raimo qu'on va voir tout à l'heure. Salitas donc il revient à un point de Raimo. Vous parlez de balade de santé, la balade de santé a eu lieu hier. On va voir donc les images entre l'EFO et la GEB, 5-1, l'ouverture du score donc pour l'État filant de Ouagadougou grâce à Ousmane Konvolbo. Dans l'entame de cette partie, il y a eu 6 buts dans cette rencontre. La défense de la GEB va tergiverser et puis à la réception, l'attaquant de l'EFO, un lobe magistral pour le 2-0 au profit des stylistes de Ouagadougou. Le troisième but va intervenir grâce à Abdoulaye Zongo sur ce corner. 3-0 donc pour la reine des stades qui avait déjà fait donc le break face aux jeunes espoirs de Bobo Dioulasso. Et puis le quatrième but grâce donc à Joshua Adebayo qui a réussi un doublé dans cette partie. La GEB va donc sauver l'honneur sur cet autogol du défenseur de l'étoile filante de Ouagadougou. Ça n'allait pas souvent. On va vous montrer donc les 6 buts de cette partie. Voici Joshua encore qui réussit son doublé de la partie Fousseni. C'était une véritable balade de santé. Puis voici le choc de cette journée du samedi. L'ouverture du score de l'Union sportive des forces armées face à Raimo. Cette remise de Adessi Bansé pour l'ouverture du score pour les militaires. Raimo va remettre les pendules à leur Fousseni sur cette faute de main causée par Roger Sirima. Et qui a la baguette? Regardez-moi ceci. Modou Cissé, le joueur GSB du mois, insolent de talent, une panelka pour remettre les pendules à l'heure. Mais au moment où Raimo pensait donc avoir fait le plus difficile, les militaires donc, alors qu'on revoit donc cette panelka de Modou Cissé, le joueur GSB du mois de février. Et le but victorieux de l'équipe militaire va intervenir en seconde période. Une perte de balle de Modou Cissé. Et puis voici le centre qui va donc emmener le but. 2-1 donc pour les poulains de Kamou Malo qui font une très belle opération et qui freinent là les ardeurs de l'équipe de Raimo qui a freiné et qui est véritablement maintenant poursuivi par Salita qui a gagné cet après-midi. Et sachez aussi donc que l'AS Douane a battu la RCB du côté de Bobo Dioulasso hier sur le score de 1-0 et le RCB est tombé à Banfora. Votre RCB donc le RCB a trébuché. Oui, a trébuché, non, est tombé sur le score de 1-0 donc du côté de Banfora. L'AS Sonabel et la SEC avaient fait jeu égal 1-0 partout donc vendredi. Voici donc les différents scores de cette 24e journée. Oui, et Lassina, on termine par l'homme fort du monde qui est burkinabé. Oui, hein, l'homme fort du monde, il est burkinabé. Il s'appelle Iron Bibi. C'est sans commentaire. Regardez ceci.
220 km. Pardon, 220 kg, voilà, soulevé par Iron Bibi, c'est le plus fort hein, dans le loft, dans le log lift, donc je prononce bien donc cette discipline, c'est à Leeds du côté de l'Angleterre. Iron Bibi qui était ex aequo à 213 kg est aujourd'hui détenteur seul de ce record du monde. Iron Bibi, regardez sur ces images qui est donc assailli hein, par les spectateurs pour les autographes. Le Burkinabé a fait très très fort. C'est un plaisir. Hein. C'est un plaisir aussi de terminer ce dimanche sport par cette image qui fait plaisir. Le drapeau du Burkina Faso qui trône de par le monde grâce à Cheikh Sanou Iron Bibi. Bravo à lui, on a envie de dire. Donc, bravo à Cheikh, bravo également à tous les Burkinabés qui excellent dans le monde entier. Lassina, merci d'être venu pour toutes ces informations. Demain, on vous retrouve pour le magazine des sports sur le coup de 21h. C'est le décryptage complet de l'actualité sportive de ce week-end. Le championnat, Iron Bibi, il y a aussi du taekwondo, on en parlera avec nos invités. Voilà, c'est tout pour ce journal. Excellente reprise à tous et à toutes. Au revoir.